Pour construire et décorer les tombes de pharaons, tous les artisans furent regroupés dans une agglomération près de la vallée des rois, Deir el-Médineh. Le village était ceint par un mur percé d'une porte gardée jour et nuit. Ces ruines montrent que sous les Ramsès, il était composé de 68 maisons. À son apogée, il comptait quelques 120 familles. Là, c'est une communauté relativement privilégiée et on s'en rend compte d'ailleurs quand on examine la documentation de leur village. C'est une communauté qui est régie par toute une série de règles sociales, par exemple, qui est approvisionnée par le pouvoir. Donc c'est vraiment une communauté un petit peu privilégiée et ces gens sont des lettrés qui, s'ils ne font pas partie vraiment de l'élite dirigeante supérieure égyptienne, jouissent quand même très certainement d'une réelle considération dans la région thébaine. Il ne faut pas non plus distinguer parmi les artistes les architectes, des dessinateurs, des peintres. Vraisemblablement, on est quand même dans un contexte assez identique de créateurs. Et on a l'impression que parfois, certains dessinateurs étaient évidemment également peintres et également architectes. Sur le flanc de la colline de Deir el-Médineh, ces artistes ont construit et décoré leurs propres tombes. L'une d'elles, découverte au début du XXe siècle par Ernesto Schiaparelli, témoigne d'une manière éclatante du parcours de l'un de ces scribes du contour, devenu architecte. Le tombeau inviolé de K, dont le contenu extraordinaire est toujours visible aujourd'hui au musée égyptien de Turin. Parmi la multitude d'objets retrouvés dans la tombe, la statue en pied du personnage, l'architecte K. Il est certain que K a d'abord travaillé comme scribe. Il n'aurait pas pu mener une telle carrière sans avoir reçu une formation de scribe. Et sur certaines de ses cannes figure l'inscription « K, le scribe ». Cela ne fait donc aucun doute. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir architecte ou superviseur des travaux du roi. Je pense que c'était quelqu'un qui travaillait sur le terrain. Les outils présents dans sa tombe étaient des outils qui avaient servi. Ils avaient été gravés à 2 reprises. La première fois, pour y inscrire son nom, puis ensuite, après sa mort, lorsqu'ils ont été placés dans le tombeau et dédiés à son âme. C'était un homme très important, hein. D'ailleurs, il était architecte du roi. C'est bien dit sur sa règle, sur sa coudée. C'était une coudée magique. Là, encore une fois, il ne s'en est jamais servi. Elle est en or. Vous pensez bien qu'il n'a pas utilisé cette coudée, mais c'est un cadeau du roi qui lui a été fait pour le remercier d'un travail qu'il a fait sans doute dans la région de Luxor, mais qu'on n'a pas identifié. Il a simplement été enterré avec ce qui le caractérise comme un des hauts fonctionnaires de l'élite du temps de Toutmosis IV. Le tombeau de K est très impressionnant, car il contient plus de 500 objets. Il nous renseigne sur sa façon de vivre. Par exemple, il y a de nombreux coffres en bois avec des couvercles en forme de toit. Une chose toute bête, il faut avoir une grande maison pour les ranger, car on ne peut pas les empiler à cause de la forme du couvercle. Et ils sont remplis de sous-vêtements qui portent son monogramme. La présence de cette signature nous pousse à croire qu'il les confiait à un service de blanchisserie. Et qu'il voulait les retrouver. Ce que l'on ignore bien sûr, c'est comment K est mort. Comment est morte sa femme. On ne sait pas où il vivait, peut-être au village, à Deir el-Médineh, quand K travaillait sur place. Mais ces petites maisons étroites n'auraient jamais pu abriter tous les meubles présents dans la tombe. Il y a vraiment beaucoup de mobilier. La demeure de K devait donc être très spacieuse.
Sous les auspices d'une autre pyramide, loin des rivages du Nil et de ses nécropoles, le scribe accroupi continue d'emplir de son énigmatique présence les salles du musée du Louvre. C'est ce monde disparu, au centre duquel l'art occupait une place si importante, que Guillemette Andreu-Lanoé continue d'explorer. Elle prépare une exposition sur ces scribes du contour et le rôle du dessin dans l'Égypte antique. Et c'est dans ce cadre que dans les laboratoires du Centre de recherche et de restauration des musées de France, on s'active à la restauration d'éclats de cailloux recouverts de dessins. Ces ostracas, retrouvés en très grand nombre dans un puits à côté du village des artisans de Der El Médineh, constituent une documentation inédite et complexe. Ils interpellent les égyptologues sur la personnalité de ces dessinateurs et de leur environnement. Ce qui est tout à fait révélateur dans cette catégorie d'objets qui est tout à fait unique, c'est que pour une fois, ces objets montrent l'expression d'une aspiration individuelle, d'un choix d'un dessinateur de tracer des contours qui vont lui permettre de donner vie, non pas sur le papier, mais s'il n'y a pas de papier, mais sur éclat de pierre ou sur tessons de poterie, à son imaginaire. On n'a pas l'impression que ce soit l'illustration de fables genre Ésope ou La Fontaine. Hein. Peut-être que ça fait partie d'une culture orale qui nous échappe et qui nous échappera toujours. Moi, je crois plutôt à une création spontanée, comme ça, d'un artisan ou d'un artiste bien doué pour le dessin et qui se détend finalement ou se distrait en dessinant des choses satiriques. Il faut dire aussi que la pression aussi du code moral était forte. Les ostracas inscrits, ça, leur fonction, c'est simplement parce que le papyrus était un support relativement onéreux et pas très facile à se procurer, donc c'était beaucoup plus simple d'écrire sur des cailloux, hein. C'est comme un carnet de notes, on va dire. Les ostracas figurés, c'est aussi la même chose, en fait, c'est du papier, des carnets de croquis. Mais leur destination, c'est pas du tout évident. Plus on avance, moins on comprend. À la fois, on voit que c'est fait avec une telle précision et l'emploi des couleurs, tout ça, c'est pas fait en 3 minutes. Donc, c'est quand même des œuvres qui ont été réalisées avec une technique aboutie. Oui, et puis la polychromie, elle est appliquée avec énormément de subtilité. Hein. C'est pas du tout du barbouillage. Hein. Et on voit bien que ce ne sont pas les mêmes races de chiens. Les poils sont représentés avec beaucoup de détails. Oui, hein. Alors celui-ci, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un ostracon très amusant puisque c'est une commande de fenêtre. Donc c'est un menuisier à qui on passe une commande et il y a le dessin de la fenêtre avec les mesures, qui précise donc les dimensions de cette fenêtre et qui lui dit tu me le fais vite pour demain. Je pense en effet que certains servaient de brouillon, peut-être pour s'entraîner sur une forme particulière. Mais la danseuse qui effectue un pont arrière, c'est autre chose. Elle est dédiée au plaisir de l'homme. Ce sont des hommes, après tout, qui dessinent pour leur propre plaisir, pour se faire plaisir, quand ils ne travaillent pas sur des sujets sérieux. Et c'est ce que les hommes font. Un homme qui dessine bien va souvent avoir tendance à choisir des sujets un peu érotiques, comme c'est le cas ici.
Il se trouve que les Égyptiens, en particulier dans Haute-Égypte d'ailleurs, font régulièrement une danse au bâton. C'est dans le sud de l'Égypte, c'est très courant. Quand il y a des fêtes à la fin des chantiers, il y a toujours quelques ouvriers qui se mettent à chanter. Et donc là, on imagine que plus qu'une lutte, genre lutte à l'épée, mais c'est une danse au bâton. Donc là, en fait, c'est curieux, c'est comment ils sont, la façon dont ils sont habillés aussi. Hein. Et en même temps, on voit que c'est drôle, hein, parce que cet homme-là, il est chauve, mais il a les cheveux quand même qui pendent dans son cou. Et c'est ce que Pascal Vernus appelle un lascar. Alors ça veut dire que c'est un homme du peuple, hein, quelqu'un qui n'est pas vraiment à la mode. Et il semblerait que finalement, quand les Égyptiens de l'élite voulaient se divertir avec des scènes de la vie quotidienne et surtout des scènes satiriques, eh bien, plutôt que de se mettre eux-mêmes en scène, ils préféraient mettre en scène des lascars, entre guillemets, c'est-à-dire des types du peuple qui se livraient à des combats ou à des ébats à leur place, exactement. Voilà, leur fantasme avait besoin de ce médium. Tous ces hommes sont représentés sur le papyrus érotique de Turin. Vous n'avez jamais un type de l'élite, ils sont tous ventripotents, chauves.